Le cerveau des hommes et le cerveau des femmes. On en entend parler tout le temps, que ce soit dans les blagues ou dans des articles très sérieux. Mais au fond, est-ce que c'est un vrai concept scientifique ou juste une idée reçue? La science a-t-elle vraiment tranché la question? Voilà la fameuse question. Est-ce que notre sexe biologique programme notre cerveau d'une manière totalement différente? L'idée paraît simple, mais vous allez voir, la réponse de la science est bien plus complexe et franchement bien plus passionnante qu'on ne le pense. Alors accrochez-vous, on plonge ensemble pour démêler le vrai du faux. Ok, pour commencer, mettons-nous dans la peau des chercheurs qui, pendant des décennies, ont penché pour le oui. Ils ont accumulé pas mal d'indices qui semblaient dessiner une image assez claire. Il y aurait bien une différence biologique gravée dans notre matière grise. Pendant très longtemps, la recherche a mis en évidence des tendances fascinantes. Des études hyper sérieuses ont montré que, en moyenne, les femmes avaient un petit avantage pour tout ce qui est verbal. De leur côté, les hommes, toujours en moyenne, s'en sortaient mieux dans des tâches spatiales, comme s'orienter ou visualiser un objet en 3D dans leur tête. Mais attention, j'insiste sur le mot-clé de toute cette histoire, en moyenne. Et ces tendances ne concernent pas que les compétences, on les retrouve aussi dans la santé. Par exemple, les stats montrent que les femmes sont 2 fois plus touchées par la dépression. À l'inverse, on diagnostique l'autisme 4 à 5 fois plus souvent chez les garçons. Forcément, face à un tel écart, les scientifiques se sont dit il doit bien y avoir une explication biologique derrière tout ça. Et en cherchant, ils ont trouvé des pistes directement dans l'anatomie du cerveau. Une énorme analyse de 2014, qui a regroupé plein d'études, a montré que, en moyenne, encore une fois, les hommes ont une amygdale plus volumineuse, c'est un peu notre centre d'alarme pour les émotions, et un hippocampe plus grand, crucial pour la mémoire. Les femmes, elles, auraient plus de volume dans certaines zones du cortex frontal, le grand boss qui gère la prise de décision. Bon, jusque-là, on se dit que l'affaire est pliée, non? Une histoire bien ficelée. Sauf que la science, ce n'est jamais figé, et un contre-argument massif est venu tout chamboler. Préparez-vous au rebondissement. Et ce retournement de situation, il est parfaitement résumé par cette phrase de la neuroscientifique Liz Elliott. En gros, après avoir épluché des années de recherche, elle nous dit « Le facteur le plus important, ce n'est pas le sexe, c'est tout simplement la taille du cerveau. » Et ça, croyez-moi, ça change complètement la donne. Petit fait concret, en moyenne, le cerveau d'un homme est environ 11% plus grand que celui d'une femme. C'est tout à fait proportionnel à la différence de taille corporelle moyenne. Cette différence globale est la plus solide et la plus constante de toutes. Et c'est justement là que les choses deviennent intéressantes. Parce que quand les scientifiques utilisent des outils statistiques pour corriger les données et annuler cet effet de taille globale, eh bien beaucoup de différences qui semblaient spectaculaires fondent comme neige au soleil. L'amygdale, par exemple, la fameuse différence de volume s'effondre pour n'atteindre qu'un petit 1%. D'un coup, l'argument de la différence fondamentale paraît beaucoup moins convaincant. Alors, qui a raison au final ? Un camp ou l'autre? Et si la réponse était ailleurs? Pour réconcilier tout le monde, une théorie plus récente est arrivée et elle est juste géniale. La théorie de la mosaïque cérébrale. Et là, attention, c'est notre moment. Waouh! L'idée, défendue par la chercheuse Daphna Joel, est en fait assez simple à visualiser. Il faut arrêter de penser au cerveau comme un bloc monolithique, soit d'un type, soit d'un autre. Il faut plutôt l'imaginer comme un assemblage, un patchwork unique de tout un tas de caractéristiques. On va le construire ensemble, ce cerveau mosaïque. D'abord, on prend des caractéristiques qui sont statistiquement un peu plus fréquentes chez les hommes, comme une amygdale relativement grande. On va dire que ce sont nos tuiles bleues. Ensuite, on ajoute les caractéristiques un peu plus fréquentes en moyenne chez les femmes. Par exemple, une meilleure connexion entre les 2 hémisphères. Voilà nos tuiles rouges qui viennent se mélanger au bleu. Et maintenant, le point crucial, la grande majorité des caractéristiques de notre cerveau ne montrent aucune différence significative entre les sexes. Ce sont nos tuiles grises. Et comme vous le voyez, elles remplissent la majeure partie de l'espace. Et voilà le résultat final. Le cerveau de quasiment tout le monde est un mélange unique de tuiles bleues, de tuiles rouges et surtout de tuiles grises. Avoir un cerveau qui serait entièrement masculin ou entièrement féminin est en fait rarissime. La conclusion, c'est que la variabilité de chaque individu est bien plus importante que la différence moyenne entre les groupes. Bon, cette théorie de la mosaïque est super logique. Mais alors pourquoi le débat scientifique continue ? Tout simplement parce que les résultats qu'on obtienne dépendent énormément de la manière dont on mène la recherche. Allez, on fait un petit tour dans les coulisses du labo. En fait, les divergences s'expliquent souvent par 3 choses. Premièrement, la taille de l'échantillon de personnes étudiées. Plus il y a de monde, plus c'est fiable. Deuxièmement, la fameuse correction statistique pour la taille du cerveau. Il y a plusieurs façons de la faire et certaines sont meilleures que d'autres. Et enfin, les logiciels utilisés pour analyser les images du cerveau peuvent eux-mêmes influencer les résultats. Regardons à nouveau le cas de l'amygdale. Ce tableau, il est super parlant.
Concentrez-vous sur la dernière ligne. Quand on prend une étude avec beaucoup de participants et une méthode de correction statistique impeccable, le résultat est hyper cohérent. Un volume moyen légèrement plus grand chez les hommes. Tous les autres résultats contradictoires, ils apparaissent souvent quand les études sont plus petites ou que la méthode est un peu bancale. Bref, la rigueur, ça paye. Ok, après avoir exploré tout ça, qu'est-ce qu'on doit vraiment en retenir? Il est temps de faire la synthèse pour enfin dépasser cette idée un peu trop simple d'un cerveau binaire. L'analogie parfaite pour tout comprendre, c'est celle de la taille physique. Oui, c'est un fait. En moyenne, les hommes sont plus grands que les femmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes très grandes et d'hommes très petits. Le chevauchement entre les deux groupes est immense. Eh bien, pour la plupart des caractéristiques de notre cerveau, c'est exactement la même logique. Alors, si on devait résumer ce voyage en quelques points clés, ce serait ça. D'abord, l'idée de deux cerveaux bien distincts, c'est un mythe. Ensuite, nos cerveaux sont bien mieux décrits comme des mosaïques uniques. Oui, de petites différences moyennes existent, mais le chevauchement entre nous tous est bien plus important. Et surtout, la science n'est pas une bible de faits immuables, c'est un processus, un débat qui avance et se corrige sans cesse. Et cette nouvelle vision du cerveau a des conséquences assez profondes. Si chaque cerveau est une mosaïque unique, au-delà des catégories hommes ou femmes, qu'est-ce que ça veut dire pour l'éducation, pour le monde du travail ou même pour la façon dont on se perçoit les uns les autres? C'est une question qui nous invite à repenser pas mal de stéréotypes, vous ne trouvez pas?